À toutes et à tous pour votre participation à ces webinaires. Qui sont des webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes ce mercredi, le 30 novembre et qui se déroulera jusqu'au 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur lclpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Du coup, nous vous attendons nombreux. Alors, pour ce webinaire, on va accueillir Monsieur Stéphane Bonnery, Madame Florence Eloi et Madame Élise Vinel sur articuler l'étude des livres pour la jeunesse et la compréhension de leurs usages, des recherches contre les inégalités. Du coup, je vais passer tout de suite à Madame Florence Eloi la parole. À tous, merci de nous donner l'occasion d'intervenir dans les webinaires professionnels du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Nous allons vous parler des travaux menés par ESCOL, donc qui est une équipe de recherche en sciences de l'éducation à l'université Paris 8, à laquelle nous appartenons, sur la question de la littérature jeunesse. Ces recherches, elles se sont d'abord inscrites dans les travaux menés par l'équipe sur les inégalités scolaires par l'étude de ce qui se passe en classe. Mais ensuite, ces recherches, elles ont évolué vers les autres instances de socialisation dans lesquelles les enfants sont confrontés aux livres, ce qui permettait aussi de mieux saisir la genèse des inégalités. On est aussi allé voir ce qui se passait du côté de la famille, mais également des institutions culturelles et de la petite enfance. Donc, c'est dans cette logique que nous avons construit un nouveau master basé sur 2 spécialisations, donc l'une centrée sur l'école et l'autre sur les partenariats éducatifs et la médiation culturelle, donc qui nous permet de mobiliser ces travaux qui ne portent pas directement sur l'école dans la formation d'étudiants qui veulent se spécialiser sur ces questions pour travailler dans les collectivités locales, dans les institutions culturelles ou encore dans les établissements scolaires sur des postes qui sont ciblés autour de ces questions de médiation culturelle notamment. Et donc, on accueille un certain nombre d'étudiants en formation initiale, mais également plutôt des étudiants qui ont déjà eu une expérience professionnelle avant et pour lesquels c'est possible de valider aussi ces acquis de l'expérience pour faire un complément de formation dans le cadre de notre master. Pour la spécialisation école et enseignement, donc celle-ci s'adresse à des étudiants en formation initiale qui se destinent à l'enseignement ou aux professions éducatives, mais elle s'adresse également à des professionnels en reprise d'études, enseignants ou formateurs, qui s'intéressent à la question des inégalités d'apprentissage. Les séminaires portent sur les politiques éducatives comme sur les pratiques des protagonistes, sur les enfants comme sur donc les pratiques des adultes, à la maison comme en famille, dans des situations formelles de classe comme dans des situations informelles à la maison. Nous avons, pour ce faire, contacté un certain nombre de partenaires, aussi bien du domaine scolaire, vous les avez à l'écran, que du domaine de la médiation culturelle et des partenariats. Voilà, et donc c'est parmi lesquels le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, mais aussi l'école du livre de jeunesse qu'ils ont mis en place et d'autres dispositifs sur lesquels on va revenir et d'autres acteurs du champ de la lecture aux enfants et du livre de jeunesse. Comme c'était dit à l'instant, c'est finalement ces partenariats traduisent le fait que notre équipe de recherche ESCOL a déployé ses travaux dans différents domaines pour comprendre aussi bien les éléments de savoir et de culture que l'on destine aux enfants et aux adolescents, mais aussi ce que font les professionnels de ces secteurs éducatifs avec ces objets culturels à destination de ces publics et
troisième côté que l'on a étudié, donc les contenus, les professionnels, que font les jeunes, que font les élèves, que font les enfants avec ce qu'on leur propose. Et donc, c'est cette interrelation que nous étudions de différentes manières. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site web de l'équipe, avec le détail des plaquettes de formation, vous aurez tous les détails, mais aussi sur les réseaux sociaux, et vous avez nos coordonnées à l'écran. Et les recherches dont je vous parlais ont fait l'objet de publications, il y en a quelques-unes ici, on en citera d'autres dans quelques instants. Ce qui est important par rapport aux partenaires que l'on citait, que je citais il y a un instant, c'est que nous avons mis en place un dispositif où ils proposent des sujets de recherche qui ne sont pas à prendre obligatoirement par les étudiants de notre master, mais qui constituent des opportunités, et un certain nombre de recherches ont été conduites dans ces terrains de recherche, et nous allons vous en parler maintenant. Horace ? Non. Ah non, c'est... Pardon. Donc, comme Stéphane l'a rappelé, donc, certaines recherches portent sur la lecture à l'école et plus particulièrement donc, la littérature pour la jeunesse à l'école. Donc là, je vais vous présenter mes recherches sur l'école. Donc, dans le cadre de ces recherches, j'analyse les discours produits par les enseignants et les élèves lors d'activités qui impliquent des échanges langagiers, comme ce peut être le cas, donc, notamment lors de la lecture d'albums et en particulier de la lecture d'albums sans texte. Donc, les échanges langagiers scolaires étant censés être des échanges à visée d'apprentissage, j'analyse alors lors de ces lectures l'activité cognitivo-langagière à l'œuvre. Donc, le but étant de mettre au jour ce qui se joue dans ces échanges, ce qui peut poser difficulté aux élèves, et donc ce qui peut permettre ou non des apprentissages linguistiques, langagiers et cognitifs, notamment en éducation prioritaire, et donc des apprentissages qui satisfont aux attentes de l'école en termes de littératie scolaire. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la lecture d'albums sans texte est une activité complexe à mener en classe. Cette absence de texte nécessite non seulement une verbalisation importante de la part des élèves et de l'enseignant, mais aussi une activité cognitive conséquente. Le lecteur doit en effet sélectionner donc, dans les différentes images de l'album les informations à prendre en compte, établir des liens causaux entre les actions, les événements produits, inférer sur les comportements, sur les attitudes des personnages, doit choisir un vocabulaire approprié, élaborer donc, sa propre syntaxe, puisqu'il n'y a pas de texte, pour ainsi construire le sens de l'histoire. Alors, pour que les élèves parviennent à réaliser de telles productions linguistiques, langagières et cognitives, qui ne se cantonnent pas simplement à la désignation, à l'énumération d'éléments disjoints sur les images, à la description explicite des lieux, des actions, des événements qui ne sont pas gages de compréhension réelle du sens du texte, l'enseignant et son étayage verbal du discours des élèves vont jouer alors un rôle important. Alors, je mène également des recherches auprès d'enseignants dans les écoles, généralement sur donc des enseignants plutôt en REP et REP+, et généralement, donc je les accompagne autour de leur réflexion sur le choix des albums qu'ils utilisent en classe et les activités qu'ils mettent en place donc, pour travailler la compréhension du sens du texte et l'évaluer. Et donc, dans le but qu'ils parviennent à acquérir de l'autonomie dans la compréhension des difficultés des élèves et qui parviennent à modifier donc leur pratique afin qu'elles favorisent une meilleure compréhension du sens des histoires à travailler en classe. Donc, on a aussi un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes qui, chaque année, s'intéressent aux usages de la littérature jeunesse à l'école. Et il y en a notamment un certain nombre qui s'intéressent à la dimension du genre, en questionnant dans quelle mesure les albums qui sont étudiés à l'école peuvent véhiculer des stéréotypes de genre. Donc, par exemple, ces dernières années, on a eu plusieurs mémoires
autour de cette thématique. Une étudiante, Audrey Poulbassia, qui a travaillé sur les stéréotypes de genre dans les albums présents en classe. Donc, elle a constitué un échantillon représentatif en termes de maison d'édition des albums qui étaient présents dans la classe qu'elle observait. Et puis, elle a analysé ces albums à l'aune de cette problématique. On a aussi une étudiante, Nina Krumneuf, qui a travaillé sur la manière dont les enseignants s'approprient la question des stéréotypes de genre dans les albums jeunesse, du travail sur les stéréotypes de genre à travers les albums jeunesse, dans le cadre d'un dispositif en classe de CP et CE1, qui est le concours Lire-Ego, organisé par la maison d'édition Talent Haut. Et puis, autre exemple, on a une étudiante, Juliette Vergniaud, qui a comparé les listes d'albums de référence qui sont suggérées aux enseignants de primaire, donc celles de 2007 et celles de 2018, en se demandant si on observait moins d'ouvrages porteurs de stéréotypes de genre en 2018 par rapport à 2017, compte tenu de l'attention plus grande portée à la question des stéréotypes de genre par l'institution scolaire, du moins dans les textes officiels. Donc, on a beaucoup d'étudiants qui, effectivement, s'intéressent à ces questions de littérature jeunesse dans leur mémoire. Autre exemple d'étudiant qui a réalisé son mémoire de master sur la littérature pour la jeunesse dans le cadre de notre formation, et puis qui a fait une thèse soutenue il y a 1 an et demi. C'est Samuel Bento qui a étudié les usages des albums dans les méthodes d'enseignement de la lecture en cours préparatoire. Alors, c'est un segment évidemment très particulier, mais c'est quelque chose qui s'est développé puisque plusieurs éditeurs ont développé des méthodes d'enseignement de la lecture en CP en mobilisant des albums, généralement des albums de leur propre corpus, d'édition. Et donc, ce que montre Samuel, et je vous invite, il y a des publications scientifiques qui sont disponibles et il intervient régulièrement en formation de professionnels du livre et en formation d'enseignants. Ce qu'il montre, c'est que les enseignants sont là dans une situation où ils visent 2 objectifs à la fois: enseigner le lire au sens le plus classique du terme, mais aussi enseigner à lire des livres, c'est-à-dire la compréhension, l'interprétation, à partir non seulement de textes, mais aussi d'images, d'indices sémiotiques que sont la typographie, la mise en page. Et donc, les enseignants faisant les deux, visant ces 2 objectifs, ils essaient d'identifier à quelles conditions ce double objectif est un inconvénient pour atteindre chacun de ces objectifs, ou à quelles conditions le fait de pouvoir jouer sur les 2 tableaux est une aide, une ressource pour l'enseignant afin d'apprendre aux élèves à mieux se saisir des textes et à mieux lire. Autre exemple d'une thèse récente soutenue sous ma direction à Paris 8, dans notre équipe de recherche, c'est Marie-Noëlle Dabestany, qui, elle, a plutôt étudié les cahiers de vie qui circulent entre l'école maternelle et les familles, où l'école donne à voir ce qui se fait en classe par des collages, des productions de l'enfant, des photocopies que l'on colle, et la famille donne à voir de temps en temps ce qu'elle fait par des comptes rendus, qu'est-ce qu'on a fait pendant les vacances. Voilà, c'est ce type de cahier qui circule. Et ce que montre Marie-Noëlle Dabestany, c'est la place que prennent les albums dans ces échanges, et à la fois ce que cela procure comme occasion de transmission d'une culture littéraire, mais aussi les problèmes que cela peut poser quand l'école fait comme si toutes les familles étaient habituées à lire certains types d'albums et à en faire un certain usage. C'est-à-dire qu'il y a 98% des familles, on le sait grâce à l'enquête ELF, ont un livre pour enfants au premier anniversaire de cet enfant. Donc, quand l'enfant a 1 an, presque toutes les familles ont un livre. Mais tout le monde n'a pas les mêmes livres et tout le monde n'en fait pas la même utilisation, on ne les lit pas de la même manière. Donc, ce que montre Marie-Noëlle, c'est que dans ces cahiers qui circulent entre écoles et familles, il y a des traces de ce qui pourrait être fait de chouette et en même temps, si on le fait sans trop y réfléchir, des problèmes que ça pose.
Donc, nous effectuons donc également des recherches autour de la littérature de jeunesse donc dans les familles. Donc, je mène également ce type de recherche dans les familles à partir de l'observation donc de situations de lecture d'histoire, comme j'ai pu le faire à l'école. Donc, dans ces situations, le parent et l'enfant lisent ensemble des histoires à partir d'albums avec ou sans texte. Donc là, on parle de lecture conjointe ou de lecture partagée. Et donc là, je vais chercher à caractériser la manière dont les parents et les enfants donc, lisent ou racontent conjointement ces histoires en vue de comprendre donc, à quelles expériences de lecture les enfants sont confrontés. Donc j'analyse pour cela la manière dont le parent va conduire le dialogue, donc ses interventions verbales, comme les interventions verbales des enfants, notamment les questions posées, les réponses qui sont apportées et donc l'étayage que le parent peut fournir. Je me penche également sur la mise en mots des discours produits, et notamment sur les types de discours, les genres d'énoncés, la désignation des objets principaux qui sont donc présents dans ces échanges langagiers. Donc, je mène ainsi une analyse descriptive et comparative de ces manières de lire des histoires en vue de déterminer non seulement donc, s'il va exister des invariants ou des variations dans ces manières de lire, mais aussi s'il va exister une influence du discours de l'adulte sur celui de l'enfant, donc selon différents facteurs. Donc, je vais regarder s'il existe des différences selon l'âge des enfants, selon le support choisi, avec texte, sans texte, selon les attentes et les représentations de l'activité à mener, selon les habitudes de lecture familiale. Alors, il va en ressortir que ces manières de lire des histoires dépendent moins en réalité de l'âge des enfants que des autres facteurs que je viens d'évoquer précédemment, et donc des situations et des contextes dans lesquels ces lectures s'inscrivent. Alors, les travaux de l'équipe ESCOL ont notamment procédé par étapes. Ça fait je sais pas, ça fait entre 10 et 15 ans qu'on travaille sur ces questions-là. Et notamment un article de Elisabeth Bautier, Jacques Crinon, Catherine Delarue et Brigitte Marin montrait le caractère, je vais essayer de ne pas jargonner, mais plurisémiotique, c'est-à-dire que lire des albums aujourd'hui, comme lire des manuels scolaires, ça nécessite d'articuler du texte, de l'image, de la calligraphie, du texte écrit dans les images, de la mise en page, des codes de couleurs. Bref, tout un ensemble de systèmes de sens qu'il faut coordonner, ce qui n'était pas autant le cas il y a 50 ans, quand ces signaux étaient convergents, redondants. Et donc aujourd'hui, le livre pour enfants connaît une situation finalement Anne-Marie Chartier disait d'éclatement du marché, c'est-à-dire qu'il y a des albums toujours aussi simples d'accès, et ce n'est pas péjoratif, et il y a des albums beaucoup plus complexes. Donc, il y a quoi? Il en fait quoi? Ce sont finalement les deux questions simples qui ont guidé des recherches que j'ai pu conduire avec des étudiants de Paris 8, et sans rentrer dans les détails, pour donner envie de venir les découvrir, je dirais que la recherche quantitative qui a procédé par la collecte de la liste des albums que chaque enfant a chez lui, au moment où l'enquêteur vient les recenser, ces albums, eh bien, on constate que les écarts en nombre sont considérables. Cela peut aller de 1 ou 2 albums de séries tout à fait connues, commerciales, avec un personnage redondant, récurrent, qui fait le titre de la collection. Il est gardé comme une relique sur une étagère à l'abri pour ne pas être abîmé dans un appartement surpeuplé. Voilà. Et donc, la famille accorde une grande importance à ce seul ouvrage ou aux 2 seuls ouvrages qu'elle possède, mais dans des familles très précaires, très populaires.
jusqu'à des enfants qui ont des parents dans les milieux éducatifs et artistiques et des grands-parents qui sont des professionnels de ces milieux, et les enfants ont 500 ouvrages par chacun, quoi. Voilà, donc les écarts sont considérables, ce qui offre évidemment des panoplies, des répertoires d'une plus ou moins grande diversité interne, avec, pour certains enfants, finalement, moins ils ont d'ouvrages, et plus les ouvrages sont d'une lecture assez simple. On peut toujours en faire une lecture très élaborée, mais on peut y accéder de façon simple. L'histoire, le livre nous dit la trame générale de l'histoire, il n'y a pas de mystère. Le texte et l'image nous guident vers le même sens, et il n'y a pas besoin de beaucoup de connaissances sociales et culturelles à mobiliser pour comprendre ce qu'on nous raconte. Alors que dans les familles où il y a beaucoup d'albums, eh bien, on trouve une hétérogénéité, une diversité avec ces albums simples, mais aussi des albums beaucoup plus complexes où l'on ne peut pas se contenter de verbaliser le texte pour accéder à la signification. Il faut produire ce sens en articulant les indices du texte, de l'image, comme c'était dit par mes collègues à l'instant, en comprenant que dans Babar au musée, c'est une visite d'un musée dans lequel sont représentés avec des visages éléphants des tableaux qui existent pour de vrai dans des vrais musées, comme la Joconde, comme les Ménines ou d'autres encore. Et donc ces connaissances culturelles offrent quand même une lecture beaucoup plus riche et beaucoup plus conforme à ce pourquoi le livre a été fait. Et cette diversité d'albums, finalement, procure un entraînement, si j'utilise la métaphore sportive, très inégal à ce à quoi on exerce les élèves, les enfants, pardon. Et bien mon lapsus est révélateur, parce que du coup, l'école fait trop souvent comme si tous les enfants étaient familiers de ce type de lecture très élaborée. Mais si on reste sur les familles, on observe que, premièrement, les enfants ne sont donc pas confrontés aux mêmes bibliothèques domestiques, mais en plus, par observation de lecture dans les familles, lecture enregistrée, hein, et dans les cours que nous effectuons dans le Master Media School, on étudie ce type de vidéos, comment on lit dans les familles, et on voit que toutes les familles accordent une grande attention à la lecture. Toutes les familles, quelles que soient leurs origines sociales et culturelles, sont convaincues que lire, c'est bon pour leurs enfants. Mais une fois que j'ai prononcé la formule « lire, c'est bon pour mon enfant », les pratiques qu'elles mettent derrière sont tout à fait différentes. Et en faisant des typologies sommaires, parce qu'on ne va pas développer dans le détail, mais des familles qui ont été elles-mêmes formées, scolarisées dans une école qui avait pour objectif principal l'alphabétisation dans d'autres pays de nos jours, eh bien, ces familles-là vont accorder une grande importance à l'élocution, à la prononciation du texte, mais ne vont pas imaginer qu'il y a d'autres indices à prélever complémentaires. Et donc, bien sûr, l'enfant peut de temps en temps repérer des choses, mais les parents ne mettent pas l'accent sur cette dimension de repérage complémentaire du texte, à la différence de familles également populaires qui, elles, ont un niveau scolaire de niveau moyen en France, pas d'études supérieures, par exemple, etc., mais qui vont être davantage dans un modèle de lecture qui dit à l'enfant ce qu'il doit retenir, alors que dans des familles beaucoup plus cultivées, ben, ça va être un échange qui guide, qui étaye, disait Élise Vinel tout à l'heure, qui guide l'enfant pour qu'il apprenne à repérer lui-même des indices et pas seulement à retenir ce qu'on lui dit qu'il faut retenir. Voilà, donc je mords le trait en exagérant les différences, mais on voit là des choses qui sont des informations très importantes, parce que les familles font comme elles pensent que c'est bien et il n'y a pas à les juger, sauf que ces informations, si elles étaient mieux connues, pourraient guider les professionnels, les acteurs du monde de la lecture, pour dire, mais alors, sachant cela,
quelle est notre place, comment on peut apporter aux enfants une diversité de manières de lire. Voilà, et donc c'est ce genre de questions qu'on invite nos étudiants à se poser et on enchaîne. Donc, on a une étudiante, Yasmine Yousfi, qui a travaillé sur un dispositif, donc le dispositif des livres à soi, un dispositif donc, qui est en direction des familles populaires. Et donc, ce dispositif accompagne les familles populaires dans leur accès aux livres. Et donc, ce dispositif, j'ai oublié de le dire, donc c'est quand même assez important. Il fait partie donc, du CPLJ, donc du Centre de promotion du livre et de la presse jeunesse du Salon des livres de Montreuil. Donc, ce dispositif est centré donc, sur la médiation à la littérature de jeunesse et à l'objet livre dans les quartiers politiques de la ville. Et il cherche à sensibiliser et à former des parents de milieux populaires à la lecture de différents types d'albums, des pop-up, des imagiers, des abécédaires, des albums sans texte, des livres-jeux, des histoires médias. Et donc cette étudiante, à partir des observations qu'elle a menées, des entretiens qu'elle a menés auprès des familles et auprès des professionnels qui participaient au dispositif, a cherché à comprendre comment ce dispositif des livres à soi vise à réduire donc, les inégalités d'accès à la culture par le biais de la littérature de jeunesse en les confrontant donc, à des albums que ces familles populaires n'ont pas l'habitude d'utiliser. Et elle a montré également donc, comment ce dispositif leur permet également de découvrir des lieux institutionnels qu'ils connaissaient peu, donc les bibliothèques, des expositions donc, qui traitent de la littérature jeunesse, les salons du livre, voilà, donc différents lieux institutionnels et donc dans lesquels ils sont invités à se rendre et notamment ensuite à se rendre avec leurs enfants. Et donc ce dispositif, selon elle, semble permettre en tout cas à certains parents donc, de s'ouvrir à des objets et à des pratiques culturelles qui leur étaient au départ peu familières. Excusez-moi, je n'arrivais pas à remettre mon micro. Une autre étudiante, Barbara Valtorta, a réalisé, elle a soutenu le mémoire au mois de juin, un master sur les livres en crèche. C'est une question très peu explorée elle a notamment étudié quel type d'ouvrages sont présents selon les types de crèches, quel type d'utilisation en est faite, à quel moment de la journée, par qui, en distinguant finalement les différents types de professionnels, qu'il s'agisse des éducatrices de jeunes enfants, qu'il s'agisse des assistantes maternelles, selon l'âge, la section des petits, des moyens, des grands en crèche. Elle prépare un projet de thèse pour poursuivre le sujet. Et je crois que ça interroge des certitudes que l'on ne contredit pas. Je veux dire, il y a quelque chose qu'il faut mesurer, c'est qu'il y a un siècle, dans notre pays, dire que lire des livres à des enfants qui ne savent pas lire, ça aurait surpris tout le monde, quoi. En tout cas, beaucoup de monde. De nos jours, c'est une pratique routinisée, instituée. On est tous convaincus que lire, ça fait grandir. Mais est-ce que ça fait grandir tous les enfants de la même manière, selon la façon dont on lit, selon le choix des ouvrages? Et donc, il y a des convictions, il y a des politiques culturelles et éducatives qui ont progressé, mais des questions demeurent sur lesquelles ce type de recherche permet
de s'informer. Et pour ceux qui voudraient découvrir le travail de Barbara Valtorta, il se trouve, on montrera la référence à la fin du diaporama, sur une collection de vidéos que nous avons mise en place, où les étudiants de notre master présentent leur travail aux partenaires du master que nous avons évoqué au début. Donc, on montrera ça tout à l'heure. Donc, dans la continuité des recherches menées dans l'équipe sur les usages des albums à l'école et en famille, nous avons également investi les bibliothèques dans le cadre d'une recherche collective sur les albums qui a réuni Stéphane Bonnery, Maïra Mamed, Véronique Soulet et moi-même. On s'est posé plusieurs questions dans cette recherche. Donc déjà, quel type d'albums sont les plus présents dans les fonds des bibliothèques? Est-ce qu'on voit plutôt des albums complexes, pour reprendre ce que disait Stéphane tout à l'heure, ou des albums plus simples? Deuxième question, quels sont les ouvrages les plus mis en avant dans les pratiques de médiation? Donc, mis en avant dans la disposition du rayon jeunesse, mais aussi mis en avant quand les bibliothécaires font des activités de médiation comme des lectures face à des groupes ou des lectures partagées avec un ou deux enfants. Comment les ouvrages sont-ils lus par les bibliothécaires dans les différents moments de médiation? Donc, on peut évoquer quelques constats par rapport à cette recherche. D'abord, on a pu voir que les bibliothécaires privilégient plutôt les albums complexes dans la constitution des fonds et dans les activités de médiation, même si elles vont avoir en tête aussi le fait d'avoir des ouvrages qui permettent d'attirer aussi des familles de milieux populaires qui lisent peu d'albums complexes. Et donc, elles vont opérer des sélections, je dis elles parce que c'est très souvent des femmes, d'albums plus simples, mais qui leur semblent quand même intéressants sous certains aspects. Autre constat, les médiations qu'elles peuvent mettre en place, et notamment les situations où elles sont amenées à lire devant un groupe d'enfants ou devant quelques enfants, peut avoir les différents niveaux de lecture des albums complexes. Et donc, ces moments de médiation ne pointent pas beaucoup les indices qui permettent de comprendre les différents sens de l'album. Et donc, pour reprendre le terme d'Élise, il y a assez peu d'étayage dans ces moments de médiation. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà un petit peu comment on a abordé cette question des albums jeunesse en bibliothèque. Voilà, et plus généralement, la question qu'on se pose, c'est quand on lit à des enfants, est-ce qu'on les laisse mettre dans la lecture ce qu'ils apportent de leur socialisation familiale, ou est-ce qu'on leur fait découvrir des choses? Et cet équilibre est toujours compliqué, et il est particulièrement, il est en jeu différemment selon les institutions dans lesquelles on se trouve. À l'école, il est évident qu'on est là pour enseigner. À la médiathèque, on est quand même là dans un cadre de loisirs, et a fortiori dans les centres de loisirs, dont on va maintenant parler, on est là pour passer des vacances, du temps libre. Et c'était la recherche qu'a conduite Sarah Gisquet en master. Quels livres et quelles lectures dans les centres de loisirs? Et elle avait enquêté dans 2 villes sur les mercredis et les petites vacances. Et elle montrait une très grande hétérogénéité des pratiques qui tiennent beaucoup à la volonté des directeurs de centre, plus que des animateurs d'ailleurs, et que dans certains endroits, ces pratiques, même quand il y a une volonté politique des élus, des chefs de service, de promouvoir la lecture dans les centres de loisirs et de sortir des activités de sport, sorties, voilà. Même quand il y a cette volonté, ce n'est pas toujours simple, ce qui pose la question de la formation des animateurs. Il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit. Si on veut qu'ils fassent des choses, il faut les former. Et donc,
en centre de loisirs, on observe des lectures qui peuvent ressembler parfois à ce qui se fait en médiathèque, parfois à ce qui se fait à la maison, dans des familles populaires, parfois à ce qui se fait à l'école. Mais finalement, lire en centre de loisirs reste une activité qui est peu systématisée comme ayant un cadre de référence commun à ce que serait la lecture dans une institution de loisirs. Il y a une série d'autres activités, l'illustration le montre, consiste à beaucoup d'activités manuelles, beaucoup de jeux de théâtre, à recréer les histoires, à reproduire les personnages. Mais finalement, ce sont aussi des choses qu'on peut retrouver en école maternelle pour travailler, là on a Elmer, sur les couleurs, ou que sais-je encore, mais qui amènent les objectifs de, comment dire, où on sort un peu de qu'est-ce que lire, à trouver dans les albums des motifs d'éducation à certains contenus, à certaines choses, ou alors à des thèmes. Et voilà, la littérature est, pour enfants, dans le monde éducatif, est souvent à la croisée entre former à la lecture et former à autre chose à l'occasion de l'utilisation de livres. Et dernière chose, dans le travail de Sarah Gisquet, montrer vraiment une très grande hétérogénéité sur la présence de livres et de revues dans les centres de loisirs selon la volonté du directeur. Voilà, il y a peu de... Autant dans l'école, on peut dire des choses qui sont assez normées parce que c'est une institution bon, voilà, qui fonctionne d'une autre manière, mais dans les centres de loisirs, c'est très hétérogène. Je vais beaucoup plus rapidement, parce que j'ai peur de dépasser, sur la recherche que vient de terminer Lucille Joyeux et qui prépare elle aussi une thèse. C'était une recherche de master qui n'est pas seulement sur les livres pour enfants, hein, elle a travaillé sur la présence d'enseignants en tant que professeurs relais, détachés ou, selon les académies, payés à leur compte, pour travailler dans des institutions culturelles, ça peut être des musées, mais ça peut être aussi des institutions dédiées à la lecture, et elle montre combien cette fonction est révélatrice de quelque chose de très intéressant, mais finalement de pas assez pensé, sur l'interface entre la dimension éducative et la dimension culturelle. On parle beaucoup d'éducation artistique et culturelle, mais ça reste quand même un objet assez peu défini. Qu'est-ce que former voilà, à l'appréciation culturelle, à l'appréciation artistique? Et elle aussi, elle a présenté dans la journée des partenaires du Master Media School, et vous pourrez retrouver sa vidéo en ligne avec le lien que nous donnerons à la fin. Enfin, dans l'objectif de remonter la chaîne de médiation qui va de la réception des albums jeunesse à leur production, donc en passant aussi par les intermédiaires qu'on a évoqués, que sont l'école, les centres de loisirs, la bibliothèque, etc., nous nous sommes intéressés avec Stéphane Bonnery et Véronique Soulet aux éditeurs et aux auteurs-illustrateurs jeunesse, en nous demandant notamment si les catégories d'albums que nous avions identifiées, qu'on a évoquées précédemment, se traduisaient d'une manière ou d'une autre dans le processus de production des albums. Donc, on a retenu plusieurs éditeurs très différents les uns des autres, donc notamment en termes de réseau de distribution, hein, des éditeurs vraiment centrés sur des réseaux de distribution type librairie spécialisée, et puis d'autres éditeurs qui distribuent essentiellement en grande surface. Et donc, on a volontairement contrasté comme ça pour mener cette enquête qui nous a permis de voir en quoi l'idée de rendre l'enfant acteur de sa lecture est centrale dans les maisons d'édition les plus reconnues artistiquement parlant, et l'est beaucoup moins en fait dans d'autres maisons d'édition. Mais on a pu voir aussi, par exemple, comment la question du double adressage parent-enfant n'était pas du tout pensée dans les mêmes termes selon les éditeurs. Donc, avec certains éditeurs qui sont vraiment dans une logique d'aider le parent
à éduquer l'enfant à travers les albums, et puis d'autres éditeurs pour qui il va être beaucoup plus question vraiment de procurer autant de plaisir à l'adulte qu'à l'enfant dans la lecture partagée, en développant un niveau de lecture que l'adulte va être en mesure de saisir à la différence de l'enfant. Mais donc voilà, il y a vraiment l'idée de faire des clins d'œil à l'adulte à travers l'album jeunesse. Et là aussi, en fait, c'est des manières d'envisager les albums qui vont être vraiment très contrastées selon les maisons d'édition. Donc, parallèlement à cette enquête-là sur la production des albums, donc là, j'ai parlé des éditeurs, hein, mais à chaque fois, on est allé interroger des auteurs et illustrateurs de ces différents éditeurs, donc qui partageaient en grande partie ce que je viens de dire sur les éditeurs. Et donc, parallèlement à cette recherche sur les albums, on a aussi réalisé une enquête sur un ensemble romanesque pour adolescents qu'on a renommé Virus. Donc peut-être vous aurez une idée de quelle série il s'agit. Si vous aviez suivi l'actualité éditoriale vers 2015. Et donc, on a pris le parti dans cette enquête de dérouler toute la chaîne de médiation, hein, qui va de la production à la réception, en s'intéressant à cet ensemble romanesque. Donc, on a vraiment suivi en direct la production de cette série, puisqu'on a interrogé toutes les personnes qui ont travaillé dessus à sa sortie en temps réel, donc au moment de la parution. Donc, il s'agissait aussi bien de tous les personnels de la maison des deux maisons d'édition qui ont participé à sa parution, que des auteurs. Mais on est aussi allé voir du côté des intermédiaires que sont les libraires, les bibliothécaires et les professeurs documentalistes qui ont travaillé sur cet ouvrage. Et puis, on a aussi interrogé les jeunes lecteurs eux-mêmes. Donc, par rapport à cette recherche, on a notamment interrogé les pratiques d'adressage et de ciblage du public adolescent et la manière dont les différents acteurs s'approprient en fait ces pratiques d'adressage et de ciblage, sachant que si on a des choix qui peuvent être faits au niveau des éditeurs, en fait, ensuite, les libraires vont se réapproprier parfois de manière assez différente ces choix en matière d'adressage ou de ciblage. Donc, par exemple, on a pu observer des décalages assez intéressants là, dans la chaîne de médiation autour de cette série, puisque à la base, c'était surtout un public adolescent qui était visé, les 15-18 ans. Et puis, en fait, au fur et à mesure du temps, les éditeurs, les intermédiaires se sont aperçus qu'il y avait aussi beaucoup de publics, de jeunes femmes adultes qui lisaient l'ouvrage, qui étaient intéressés par l'ensemble romanesque, ce qui n'avait pas été très anticipé, ou en tout cas pas autant. Donc, on voit que là, en l'occurrence, il s'était adressé à une classe d'âge, et puis qu'il y a des publics qui vont sortir de la classe d'âge auquel il s'était adressé initialement, et ça peut représenter une forme de surprise pour les professionnels du livre. Autre exemple sur lequel on s'est pas mal centré, c'est le fait qu'il y a une forme d'adressage assez consensuel quand il s'agit de romans pour les adolescents. C'est le fait de parler à la première personne du singulier avec un héros narrateur du même âge et avec les mêmes préoccupations que le lecteur supposé. Donc, il y a l'idée qu'il faut que le jeune lecteur puisse s'identifier en fait dans sa lecture pour adhérer à l'ouvrage qu'on lui propose. Mais là aussi, on a pu voir des décalages entre les représentations des éditeurs, des auteurs, de ce qui fait que les jeunes lecteurs vont s'identifier, et puis les lectures effectives qui ont été faites par nos enquêtés adolescents. Par exemple, je vous donne une illustration. Les auteurs avaient décidé d'intégrer la question du jeu vidéo à l'intrigue de manière assez importante. Et finalement, c'est un aspect
qui a assez peu accroché les lecteurs qu'on a pu interroger, qui ont trouvé que la présence du jeu vidéo est un petit peu artificielle dans l'intrigue. Donc, c'était assez intéressant de voir que ce choix qui avait été initialement fait pour raccrocher l'intrigue à des choses que les adolescents peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne, passe un petit peu à côté. Ce n'est pas forcément ce sur quoi les jeunes lecteurs ensuite vont le plus accrocher. Voilà, tout ça, on a essayé de vous présenter quelques-unes, parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres, des recherches que nous produisons dans l'équipe et que produisent les étudiants qui s'engagent dans une formation de master. Vous pourrez retrouver ces vidéos, des vidéos détaillées où les étudiants présentent leurs travaux. Voilà, il y en a quelques-unes. Vous avez sur le diaporama les références pour aller les voir, ainsi que nos publications scientifiques. Au fond, ce que nous essayons de montrer, c'est que la grande richesse du livre pour enfants est un grand atout, pas seulement en France, mais tout particulièrement, et que l'enjeu, c'est comment les adultes font avec cette richesse pour contribuer à la démocratisation culturelle, et que cette richesse ne profite pas seulement à une partie de la population enfantine et juvénile. Nous invitons ceux qui le souhaitent à nous contacter pour, à leur tour, contribuer à produire des connaissances sur le sujet. Aujourd'hui, nous avons présenté les recherches sur le livre pour enfants, mais dans le parcours Mediascol, il y a d'autres sujets sur les pratiques culturelles ou d'autres sujets, pour ceux qui le préfèrent, sur des questions plus scolaires. Voilà, en vous remerciant et peut-être à bientôt. Nous vous disons au revoir.